Mais il y a une différence entre vouloir, le décider, passer à l'action et persévérer. Aujourd'hui, je suis contente d'accueillir un nouvel invité, Geoffrey Brochet, qui est mon coach et mentor dans Puissance Mentale. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, c'est un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui, Geoffrey. Bienvenue. Merci Auria, merci pour ton invitation et aussi très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour répondre à toutes tes questions. Et comme je te l'ai dit, pose-moi toutes les questions que tu veux. Trop bien, merci. Eh bien, déjà, on va commencer très simplement. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah écoute, c'est toujours une question un peu délicate de se présenter. Tu m'aurais peut-être demandé il y a quelques mois en arrière, je me serais peut-être présenté d'une façon. Là, aujourd'hui, je vais me présenter d'une autre. Et puis peut-être que dans un an, je me présenterai d'une autre façon. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un socle qui reste toujours là, c'est celui de la passion. Je suis quelqu'un de passionné, passionné par ce que je fais, passionné par l'évolution humaine. Mais tu sais, c'est pas juste des mots, c'est vraiment dans mon quotidien. J'aime, j'aime m'observer dans mes schémas, m'observer dans mes forces, dans mes fragilités, voir un petit peu comment je grandis à travers de tout ça. Et ouais, c'est la passion de l'humain. Et c'est pour ça que au départ, moi, je suis allé, bon, on en reparlera peut-être, mais je suis allé dans un métier, la police, hein, qui était pour moi comprendre mieux l'humain. Et puis aujourd'hui, je suis dans le monde de l'accompagnement, spécialisé en préparation mentale. Et c'est toujours cette passion vers l'humain. Et vraiment, ouais, j'aime me définir donc par des valeurs. C'est la passion, c'est le partage, c'est l'authenticité, la connexion, enfin, toutes ces valeurs qui pour moi sont essentielles en fait. Trop bien. Et j'adore. Et maintenant, si tu pouvais nous en dire plus sur qui tu es, où tu vis, pour que les gens puissent un petit peu se projeter. Alors, je vis quelque part sur Terre, à 20 mètres sous terre. Tu sais, je vais pas dire où j'habite parce que sinon tous les fans vont venir à ma porte, ça va être un truc de dingue, dit-il avec beaucoup d'humilité. Non, non, moi j'habite près de Lorient, en Bretagne, donc c'est un endroit où je vis depuis maintenant. Ça va être à l'heure où on enregistre là l'épisode, ça va faire notre troisième été, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans là, au mois de juillet, qu'on habite là, on s'y trouve très bien et auparavant on était en région parisienne. Donc là, j'ai cette chance d'être à 100 mètres de l'océan et vraiment un univers qui m'inspire, un univers qui me permet de me reconnecter à moi, de me reconnecter aussi à la nature et de très très belles sources d'inspiration aussi. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire justement si tu... Enfin, le but du podcast, c'est vraiment d'aller justement chercher les moments qui ont été les plus transformateurs pour inspirer le plus de monde et puis pour justement offrir la possibilité aux gens, eux aussi, de se choisir et d'avoir une vie qui leur correspond. Mhm. Donc toi, Geoffrey, j'ai envie de te demander quel a été ce moment le plus transformateur, cette tranche de vie qui a marqué un avant et un après. Bon, il y en a eu plein. Il y en a eu plein parce que, tu sais, ça serait... oui, il y a eu des événements plus marquants que les autres, mais j'ai cette volonté, j'allais dire cette capacité, mais c'est plus une volonté de faire en sorte que chaque moment que je vis, enfin, chaque moment que j'expérimente soit pour moi une source pour grandir, pour évoluer, pour m'améliorer. Tu vois, il n'y a pas plus tard qu'il y a de ça 2, 3 jours, j'ai eu un petit conflit avec mon fils et tout, et ça a été pour moi vraiment un moment où j'ai pris de la hauteur, je me suis vu dans mes schémas, je l'ai vu aussi dans les siens, et puis après on en a parlé, et ça a permis justement de recréer quelque chose de beaucoup plus solide entre lui et moi, même si avec mes enfants c'est très fusionnel, on s'adore, et ça pose pas de problème par rapport à ça, mais il y a des fois où on n'est pas d'accord sur certaines choses, et on se dit les choses, parce que pour nous la communication est essentielle. Donc tu vois, rien que sur des petits moments comme ça, c'est des moments qui me permettent vraiment de grandir, d'évoluer, de me transformer. Maintenant, si on parle de moments marquants, oui, évidemment, celui où j'ai quitté la police. Pour moi, ça a été, je suis rentré dans la police je dirais pas par vocation, mais par conviction, avec cette envie d'aider le monde, cette envie d'apporter ma touche, de comprendre l'humain, de savoir un peu comment il fonctionnait. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un métier où tu es confronté à l'urgence, où tu es confronté à la misère, à l'humain dans toute sa splendeur, à la fois capable de se détruire, parce que concrètement, j'ai vu des situations où, et ça touche tous les milieux sociaux, je suis rentré dans des palaces où les gens s'étaient complètement détruits, où il y avait du sang de partout, et puis dans des milieux vraiment très précaires. Donc, moi, enfin, quand je suis arrivé le premier jour comme ça au commissariat, quand j'étais jeune flic, le commandant m'a dit, Monsieur Brochet, en 2 ans, vous allez voir ce que certains policiers, même des policiers, ne voient pas en 20 ans de carrière en province, parce que je suis arrivé en région parisienne. Pour moi, je me suis dit, il me raconte de la flûte. Et puis, au bout de 2 jours, j'ai vite compris que ouais, c'était vraiment très, très particulier. C'était très, très violent. Donc, ça a été pour moi ce moment de police. Donc, j'ai appris beaucoup. Ça m'a beaucoup épuisé aussi, beaucoup fatigué. C'est un métier très difficile.
Je le dis toujours et je le pense vraiment, il n'y a qu'un flic qui peut comprendre un flic parce que c'est un métier très dur. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui l'exercent encore. Malheureusement, des fois, il y a une mauvaise image de la police parce que les médias se font un peu le... Bah forcément, ils mettent en avant ce qui fonctionne pas, mais c'est un faible pourcentage de la réalité. Donc, ce métier-là qui m'a nourri, qui m'a permis de me comprendre, qui a permis de comprendre aussi l'humain, et à un moment donné, j'ai décidé de le quitter. Donc ce métier-là, ouais, ça n'a pas été facile de le quitter. Parce que tu sais, tu as le sentiment de quitter des copains, tu as le sentiment de les laisser dans une misère, et puis toi, d'aller vers quelque chose qui t'inspire et qui est plus joyeux, en fait. Donc cette décision n'a pas été facile à prendre, je l'ai prise. Et une fois que je l'ai prise, elle a été actée, et voilà. Donc ça a été pour moi quelque chose qui a été un vrai tournant dans ma vie. Et oui, après, il y a toutes les interventions que j'ai pu vivre. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Mais je dirais que vraiment le switch, ça a été entre la police et mon activité actuelle, ouais, clairement. Dans tout ce que tu dis, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, j'ai envie de revenir sur un truc avant qu'on creuse cette tranche de vie, mais c'est très intéressant ce que tu dis, qu'en fait, finalement, pour toi, bah, il y a plein de moments qui nous transforment et il y a plein de moments dans ta vie qui marquent un avant-après. Et Ouais. d'ailleurs, ça faisait partie d'une des questions que j'avais parce que dans un des lives qu'on a fait lors de la formation, tu as dit que finalement, c'était une obsession pour toi de changer le monde qui t'entoure et que justement, tu puisses bah, donner des déclics aux personnes et qu'ils aient un Mm. avant-après avec toi. Et on y reviendra tout à l'heure, mais je garde ça là. Donc ça, déjà, hyper intéressant. Moi, j'ai envie vraiment, effectivement, de montrer la globalité, mais je suis complètement alignée avec toi. Pour moi, il y a plein de moments et en fait, finalement, et d'ailleurs même, on en reparlera aussi après, mais par rapport à ton livre, que en fait, quand on prend conscience et qu'on met de la conscience dans sa vie, finalement, chaque moment peut être source d'apprentissage, peut être source d'évolution et de changement. Et donc là, tu donnes l'exemple d'une altercation avec ton fils, mais effectivement, on pourrait corréler ça à plein de choses. Mais on laisse ça pour tout à l'heure parce que c'est trop intéressant. Maintenant, j'ai envie que tu nous racontes justement, donc là, si on s'arrête vraiment sur la tranche de vie où tu es passé de la police à l'accompagnement, est-ce que tu peux nous décrire rapidement quel était ton quotidien justement dans la police? Tu l'as un peu dit, mais pour qu'on arrive à voir en fait ton évolution et ton cheminement de questionnement qui t'a amené à avoir un jour un déclic. Ouais. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais dans la police, j'avais tout pour être heureux. Mmh. J'étais dans des conditions que d'ailleurs, quand les policiers, tu leur dis que tu es formateur en école de police, ils disent que c'est vraiment le job qui est très, très sympa parce que, bon, alors certes, c'est pas évident d'y accéder parce qu'il y a des tests qui sont sélectifs et tout ça, mais une fois que tu y es, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que moi, pendant à peu près 10 ans, j'ai été sur le terrain. Donc j'ai travaillé le jour, la nuit, sur des opérations, enfin différents types d'opérations, etc. Et puis après, je suis allé dans le domaine de la formation. Donc quand j'étais à l'école des officiers, en plus l'école des officiers de police, il n'y en a qu'une en France, elle est à Canet-Cluse. J'avais des horaires qui étaient très cool, j'avais des collègues qui étaient très cool, j'avais des élèves que j'adorais. Enfin, tout se passait bien d'extérieur. Sauf que quand je te dis que moi, mon obsession, c'est d'apprendre à me connaître, à me décrypter, euh, je ressentais au fur et à mesure du temps, donc j'y suis allé quand même de 2014 à 2020, pendant 6 ans, j'étais à l'école de police. Euh, j'ai ressenti au fur et à mesure du temps tu sais, cette étincelle, cette flamme intérieure diminuer de plus en plus. Euh, et à un moment donné, je me dis, mais non, mais t'as aucune raison de ne pas être heureux. T'as tout, t'as un salaire garanti à vie, t'as des conditions. Je faisais du sport toute la journée. Moi, j'adorais le tir. Je grillais des cartouches toute la journée. J'utilisais toutes les armes que je voulais. J'allais à l'armurerie. Enfin, tu sais, c'est le top du top. Tu t'entraînes. J'étais un très, très bon tireur et j'étais un super sportif. J'ai même eu en pouvant m'entraîner, j'ai pu avoir plusieurs titres mondiaux dans mon sport. Enfin, tu vois, c'était vraiment les conditions incroyables, quoi. Mais en fait, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce que, allez, t'as 80 piges, tu te retournes, t'as fait que la police, est-ce que ça c'est OK ou comment tu te sens? Et là, je me dis, oh non, 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 il y a des choses que je serais vraiment passé à côté de certaines choses. Je dis, bon, bah maintenant, c'est pas le tout de te dire ça, c'est qu'est-ce que tu mets en place? Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'anciens collègues vouloir quitter l'institution parce qu'ils s'y sentaient plus bien. Mais il y a une différence entre vouloir, le décider, passer à l'action et persévérer. Tu vois, c'est vraiment toutes ces étapes-là. Puis, bah, c'est la différence entre les gens qui disent un jour et puis ceux qui disent jour un. Tu sais, c'est vraiment cette...
Et moi, le jour 1, il a été décisif, où je me suis levé un matin et j'ai dit, bon, bah, c'est aujourd'hui. Donc, il y a ce moment où j'ai annoncé à la hiérarchie que je partais. Et puis, tu sais, après, c'est pas le tout de prendre ce genre de décision, c'est vraiment aussi de persévérer. Parce que moi, au départ, donc, j'ai décidé de prendre une disponibilité. Mais une disponibilité, tout simple, c'était juste pour rassurer ma femme parce que moi, au fond de moi, je voulais démissionner. Je dis, moi, je fais pas de. Si je vais en avant, je recule pas. Je vais en avant. Si ça convient pas, je vais à droite, à gauche, mais je recule pas. Donc, j'ai pris une disponibilité pour la rassurer. Et puis après, j'ai démissionné. Mais je suis parti avec 0 sous en poche. Et les premiers mois où ensuite j'ai quitté la police, donc je quitte la police le 1er mars 2020, le 15 mars, bah, c'est le confinement. Moi qui faisais une activité de formation en présentiel, autant te dire que tout a été fermé et tout. Donc là, pendant allez, moins d'une minute, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, mais la question, elle se pose même pas, continue, marche. Lève-toi et marche, quoi. Donc j'y suis allé, et puis je pense que ça a été aussi une. Tu sais, pour moi, la vie, elle vient toujours te tester. Au départ, il y a des gens qui voudraient impacter, il y a des gens qui. Alors, les gens, peut-être, qui sont sur le podcast ne l'entendent pas, mais Ouria est en train juste de mourir derrière son micro, là. Elle est en train de tousser, mais la magie du live, c'est qu'on peut aussi couper le son. Et là, elle se dit, oh, l'enfoiré, il est en train de dire tout ce qui se passe en arrière-plan. Mais donc, en fait, c'est toujours, ouais, la vie t'apporte ce que tu as besoin d'expérimenter, réellement. Au départ, tu veux avoir énormément de gens dans tes formations, et puis bah, tu en as un, deux, et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu t'es noyé dans ton doute, et puis tu continues à rester dans le doute, ou tu sors de là et tu passes à l'action de façon importante? Bah, c'est vraiment les questions que je me suis posées, et elles ont été vite répondues, comme dirait l'autre. La question a été vite répondue. Je suis plus en PLS, ça y est. À Ça tout va, moment, t'es de retour. je rééteins le micro. Donc là, en fait, quand tu as demandé la disponibilité, finalement, ce que j'entends, c'est que t'étais déjà plus ou moins confortable parce que tu faisais déjà ce qui t'anime le plus, transmettre, Ah oui. former à la préparation mentale. Et finalement, qu'est-ce qui t'a décidé? C'était d'élargir ton champ des possibles en dehors du fait de te dire que tu avais envie d'expérimenter plus parce que tu voulais pas avoir de regrets, justement à 80 ans? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'étais formateur dans la police. J'étais spécialisé alors en maniement des armes, en technique d'intervention, en sport, en secourisme et surtout en préparation mentale. J'ai été le premier instructeur, donc formateur de formateurs en préparation mentale dans la police française. Tu sais, quand on prend du recul, c'est pas rien, mine de rien. Donc j'avais aussi cette possibilité de développer et tout ça. Mais après, euh, tous ceux qui étaient, tu sais, on va se dire les mots, tous ceux qui étaient à la tête de. Enfin, la préparation mentale dans la police a pris un tournant, on va dire, et moi qui ne me convenais plus déjà. Et c'était vraiment une question d'ego. Il y en a qui voulaient mettre plus des choses en avant, plus d'autres. Il y en a qui voulaient. Moi, j'avais été formé par les militaires. Je trouvais justement que la source des militaires était vraiment très intéressante parce qu'il y avait vraiment beaucoup de feedback, des retours d'opération, enfin vraiment du bagage très solide. Et une partie des gens qui avaient monté la prépa mentale dans la police voulaient. Enfin, c'est pas qu'ils ont voulu, c'est qu'ils se sont séparés de cette branche de l'armée. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Et donc, enfin, bref. Et donc oui, j'enseignais cependant la prépa mentale, je l'enseignais à plus de 1000 officiers de police. Quand je dis officiers, c'est des officiers, des commissaires, des gens du RAID, de la BRI, des gens des commissariats, de tous les services en fait. Plus de 1000 personnes. Et quand je dis plus de 1000, parce que c'est une estimation, j'ai fait, OK, j'ai eu tant de promotions, et avec les stages et tout ça, on est à plus de 1000. Donc c'est au bas mot, quoi, tu vois. Et oui, je faisais déjà ça, mais maintenant, je ne le faisais pas, selon moi, à ma façon. Je n'étais pas assez libre. Moi, j'ai une valeur liberté qui est tellement énorme. Je veux que s'il y a des choses qui réussissent, c'est grâce à moi. S'il y a des choses qui échouent, c'est grâce à moi aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis parti et qu'aujourd'hui, bah, je fais uniquement ce que je veux dans mon académie. Je travaille avec qui je veux. Je sélectionne les gens qui entrent dans l'académie. Quand je dis sélectionner, c'est vraiment les gens qui, pour moi, sont au bon endroit, au bon moment et je vais être capable de les aider. Sinon, je leur dis, c'est pas le bon moment, je suis pas le bon formateur pour toi et je les oriente vers quelqu'un d'autre si jamais j'ai quelqu'un d'autre à leur proposer. Mais aujourd'hui, c'est cette grande liberté donc que j'avais pas dans la police, de faire, d'avoir les horaires que je veux, de créer des formations comme je veux, de toujours améliorer et puis d'avoir ce retour. Si le succès il y a, bah, c'est pour moi et s'il y a un échec, c'est pour moi aussi. Donc, je suis au clair avec ça.
Quand on parle de tout ça, comment, maintenant avec le recul que tu as, parce que ça fait plus de 5 ans que tu as lancé, bah, justement enfin non, que tu as décidé de changer. Maintenant depuis 5 ans, est-ce que tu as eu des périodes, plus ou moins faciles, difficiles? Comment ça s'est passé pour toi, ces Ouais. 5 années après le changement? Parce que, bah, moi je dis souvent que, bah, une fois qu'on a pris la décision, comme tu dis, c'est finalement la première pierre à l'édifice, mais après il y a un long, long chemin et qui parfois, nous fait, bah, regarder en arrière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Enfin, comment tu vis, tout ça? Alors, juste, oui, effectivement, ça fait 5 ans. Je suis parti le 1er mars 2020, mais j'avais déjà commencé à faire du contenu sur les réseaux depuis 2018. Donc, ça Mmh. fait réellement 7 ans, on va dire. Euh, T'as déjà vu les montagnes russes? Oui. Bah, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Penser qu'on va être libre et puis libéré, délivré, que libre, faire que du kiff, ça, c'est un fantasme. La réalité, c'est que tous les jours, tu dois régler des problèmes. Tous les jours. Mmh. Et ça, peu de personnes l'ont à l'esprit. Et c'est pour ça que moi, la préparation m'aide énormément dans tout ça. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui arrêtent, qui n'arrivent pas à évoluer, tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est plus une question de stratégie, c'est une question de mental, c'est une question de personne. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu une grosse évolution, très rapide. Et ça fait que progresser. C'est-à-dire que là, à l'heure où on enregistre l'épisode, là, j'ai formé plus de 200 personnes en tant que préparateur mentaux à travers le monde. Donc c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup parce que c'est toutes ces personnes à qui j'ai pu transmettre mes enseignements et qui, après, à leur niveau, ont pu aider aussi le monde qui les entourait. Mais oui, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, hein. Ça peut pas en être autrement. Et c'est pour ça que quand tu connais un waouh, profite parce que ça va pas durer. Et certains vont dire, oh, t'es pessimiste. Non, non, c'est pas que je suis pessimiste, c'est que je suis réaliste. Tu sais, moi, j'habite près de l'océan. L'océan, il fait quoi? Il vient vers toi et il repart. Ça voudrait dire comme si les gens diraient, non, moi, je veux que de la marée haute. Ou non, je veux que de la marée basse, comme ça, je peux aller loin. Mais c'est pas possible. La nature est faite ainsi qu'il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. C'est comme quand tu respires. T'inspires, t'expires. Non, mais moi, je veux que inspirer. Bah, essaye. Perdu, t'es mort. Donc, et ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que quand tu vis un beau succès, j'en ai connu des succès et j'en connais encore. Quand j'ai fait le Grand Rex devant 1500 personnes, quand tu m'as rencontré aussi sur la conférence que Anne Sarkissian a organisée aux Rencontres universelles, il y avait 500 personnes. Ça, c'est des beaux succès pour moi. C'est des belles réalisations. J'ai écrit un livre, c'était waouh, c'est génial. Mais derrière ça, il y a aussi plein de galères. Ouais, voilà, celui que tu montres à l'écran. Il y a eu plein de galères, mais les galères ne te définissent pas, tout comme les succès ne te définissent pas. Ça, c'est important de l'avoir en considération. Parce que des personnes vont dire, oui, moi, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000, 1 million, 10 000, peu importe. Ah, je réussis, je suis une personne qui réussit. Non, non, non. C'est juste un KPI, c'est juste quelque chose, c'est un critère observable, c'est tout. Euh, Maintenant, c'est aussi, moi, j'observe à quel point chaque friction, tu sais, chaque moment où je me fais percuter comme ça, c'est des moments où derrière, poum, il y a une grosse expansion. Et je te donne un exemple. C'était en septembre dernier, je fais un lancement. Donc un lancement, c'est quoi? C'est une promotion pour une nouvelle formation. On met beaucoup de budget en publicité. Et là, tous mes réseaux sont bloqués. Donc, en gros, j'ai de l'argent qui est dépensé par Facebook, Instagram, et puis je ne peux plus communiquer du tout, puis envoyer un seul mail. C'était le bordel. Et là, je me dis, OK, c'est cool parce que là, je suis en train de vraiment bouffer la merde, quoi. Je suis en train vraiment d'être en grosse galère. Mais je me dis, ce dont je suis sûr, c'est que derrière, il va y avoir un truc qui est incroyable qui va se produire. Tu vois, donc, et là, je me dis, qu'est-ce que je dois apprendre par rapport à ce que je suis en train de vivre là, en ce moment-là? Qu'est-ce que je dois apprendre? OK, lâche prise par rapport à ça. Mais passe à l'action par rapport à ça. Essaye de comprendre ce système-là. Prends de la hauteur, communique différemment. Trouve une autre alternative par rapport à ça. Et donc là, et au final, c'est marrant parce que quand j'ai compris ça, bizarrement ou pas, j'ai eu mes mails qui se sont débloqués, tu vois. C'est ouf. C'est C'est ouf. ouf. Donc, c'est toujours, quand il y a des contractions, derrière, il y a une naissance, tu vois. C'est comme la vie. Donc, j'aime toujours me souvenir de ça pour, ouais, pour traverser ce que j'ai à traverser. J'ai pris plein de notes pendant que tu parlais, donc j'aurais 40 questions déjà, mais je vais essayer de faire dans l'ordre. Première chose, qui est hyper intéressante et que moi j'ai eu du mal à comprendre, donc je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont qui vont se poser cette question, c'est que tu as dit: «Les succès ne te définissent pas comme tes échecs ne te définissent pas»
Et il y a ça, mais il y a aussi le fait que, ben, je sais pas toi, mais est-ce que ça a été dur de changer d'identité? Parce que parfois, on s'identifie à ce qu'on fait et pas à ce qu'on est. Donc, je suis policier, par exemple. Et moi, par exemple, pour donner mon expérience, quand j'ai été entrepreneur, j'ai eu trop de mal à dire je ne suis plus entrepreneur. Je me rappelle d'une amie qui me dit, bah là, oui, tu as liquidé la boîte, regarde, tu n'es plus entrepreneur. What? Ah si, si, parce qu'en fait, j'avais associé ça, pour moi, c'était un trait de personnalité d'être entrepreneur, c'était finalement pas que ça. Donc voilà, comment, pour toi, on se détache des identités qu'on s'est créées par rapport à notre faire et on revient à notre être, finalement, pour pas se définir par rapport à ce qu'on fait. Alors, ta question est super parce qu'en fait, oui, tu n'étais plus entrepreneur juridiquement, mais tu avais une âme d'entrepreneur. Donc ça change tout. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas d'entreprise, mais c'est des entrepreneurs dans l'âme, ils entreprennent leur vie. Donc ça change tout. Mm. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, et tu vois, c'est là, je me suis laissé aspirer par l'univers du développement personnel. Et j'en Mm. avais, parce que je voulais plus être ce flic, en fait. Je voulais plus incarner cette autorité. D'ailleurs, je l'ai jamais incarné réellement parce que c'est pas quelque chose qui me. J'ai une autorité naturelle, mais je ne voulais pas être ce policier qui, derrière la loi, qui se cache derrière les règles. Moi, c'est l'humain avant tout. Donc, mais j'avais envie de me détacher de cette identité, justement. Et je me suis laissé aspirer par le développement personnel où j'ai eu un excès, pas de bienveillance, mais un excès de ça va, c'est cool, tout est relax, il n'y a pas de problème et tout. Et j'en ai complètement oublié mon côté cash, mon côté qui faisait de moi non pas le policier, mais la personne que j'étais en tant que policier. C'est-à-dire que j'étais à la fois capable d'être rigoureux quand je devais être rigoureux, très cool quand je devais être très cool, dire les choses quand je devais dire les choses, fermer ma bouche quand je devais la fermer, tu vois. Et ça, je l'avais complètement occulté parce que je me suis dit, je veux plus être ce policier. Mais ça n'a rien à voir. C'est quel trait de personnalité dans ce métier de policier me convient toujours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et toi tu es dans l'académie, donc tu le vois aussi, c'est que des fois, je suis capable d'être très vulnérable en partageant tout l'arrière-scène que je vis. C'est-à-dire que je partage des choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, et comme ça permet aussi d'inspirer ceux qui sont auprès de moi, parce que ce serait trop facile de montrer que ce qui va bien. Et puis, je suis aussi capable d'être cash. Quand quelqu'un me dit, ah, mais j'y arrive pas, je ferai et tout, je dis, bah, qu'est-ce que tu mets en place comme action? Ah, des fois, s'il y a la personne, je veux dire, bouge-toi le cul, bah, bouge-toi le cul, tout ça. Enfin, tu sais, il y a pas. À un moment donné, c'est un peu aussi un excès de bienveillance. On en oublie d'être la personne qu'on a envie d'être. Mais ça veut pas. Et encore, quand on dit bouge-toi le cul, tout dépend là, avec l'énergie que tu dis ça. Si c'est avec une énergie de love, d'amour, de bienveillance et de compassion, il n'y a aucun souci. Par contre, si c'est pour aller piquer la personne, c'est pour être malveillant, ça change tout. Donc, moi, j'ai vraiment compris, mais je te parle de ça, tu vois, je sais pas, j'ai quitté la police il y a 5 ans, mais j'ai compris ça il y a peut-être 2 ans en arrière, que je pouvais toujours incarner, parce que quand les gens me voient dans la rue, qui me connaissent pas, il y en a beaucoup qui me disent, toi, t'es flic, toi, t'es ceci, parce que il y a encore, j'ai ce côté aussi, ce que je dégage, en fait, et ça, c'est plus fort que moi. Moi, je vais dans une pièce, c'est plus fort que moi, je regarde tout ce qu'il y a dans la pièce sans être un parano, un psychopathe, mais je vois tout de suite. Je traîne dans la rue, j'ai vu le gars qui faisait chier les nanas à 200 mètres, tu vois. Donc c'est plus fort que moi. C'est comme une personne qui a été coiffeuse pendant 20 ans, qui regarde les coupes de cheveux, tu vois. Bon, ben, c'est la même chose. Donc, donc j'ai toujours ça en moi. Et d'ailleurs, les copains policiers me disent, tu sais, Geoffrey, tu resteras toujours flic au fond de toi. C'est pas que je resterai toujours flic au fond de moi, c'est-à-dire que j'ai développé des compétences que j'ai toujours, mais c'est-à-dire que ces compétences-là, je les utilise encore dans l'accompagnement. Je comprends les gens comme ils sont, j'arrive à me connecter à leur sensibilité, à voir ce qui va pas pour eux. Et puis ça m'aide vraiment pour les accompagner. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais il y a vraiment cette identité de faire et il y a cette identité d'être. Donc de faire et d'avoir, il y a cette entité d'être, qui j'ai envie d'être. Et c'est pour ça que des fois, les gens quittent un job et me disent, je fais table rase. Bah, ça serait dommage. Tu es en train de te priver de toutes les compétences que tu as développées depuis 20 ans. La personne qui a été prof pendant 20 ans, ah mais je suis plus prof, maintenant je suis entrepreneur. Bah, ça serait dommage de te couper de tes compétences de pédagogie, de connexion avec les autres, d'écoute, de compréhension, etc. Là, tu es en train de faire table rase, mais tu brûles tout en fait. Aucun intérêt, tu vois. Donc pour moi, c'est ça. C'est pas je suis encore ceci ou j'y suis pas. C'est qu'est-ce qui m'intéresse, et c'est encore une question de valeur, qu'est-ce qui m'intéresse dans qui j'ai été et que j'ai envie d'être aujourd'hui. Mm. Partir de là, la connexion à soi avant la connexion à ses projets et à ses ambitions. Toujours, toujours. Et c'est intéressant aussi ce que tu as dit concernant le dev perso, parce que là, je pense qu'on va
rentrer dans un gros dossier. Je l'ai Ouais. abordé déjà aussi avec la kinésiologue que j'ai interrogée il y a un mois maintenant. En fait, tout ce côté justement spiritualité ou développement personnel, et ça peut ressortir. Et moi d'ailleurs, ça fait partie des objections qu'on m'a déjà dit. Oui, non mais toi tu te poses trop de questions. Oui, non mais toi t'es un peu trop dans ta bulle, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui, maintenant que tu as évolué par rapport au dev perso? Parce que je pense qu'on a une idée au départ quand on commence qui évolue par rapport à nos apprentissages. Un peu comme ce que tu disais qu'au début, quand tu as découvert l'hypnose, tu voulais en parler à tout le monde. Mm. Est-ce que ça a été pareil avec le dev perso? Ouais, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Oui, au départ, t'es vraiment... Le développement personnel, c'est quelque chose qui, pour moi, devrait être appris à l'école. Mais aujourd'hui, on tombe dans un développement personnel de faire du développement personnel, au lieu d'être dans cette notion de développement personnel. C'est comme la spiritualité. Des fois, je vois des gens, tu sais, la spiritualité, t'es pas obligé de vouloir convaincre ton voisin, tes parents, ton chien à la spiritualité, quoi. Tu sais, vis ce que tu as à vivre. Et tu vas voir que, ouais, le chien, non, c'était pas un bon exemple. Mais tu vois, quand tu vis quelque chose, de toute façon, tu vas dégager quelque chose, tu vas incarner quelque chose. Enfin, tu vas incarner vraiment une personne peut-être différente, ou avec une, ouais, il y a forcément quelque chose qui se dégage de toi. Et là, là, tu parlais de l'hypnose, que c'est un exemple que j'avais donné en masterclass dans l'académie, où au départ, je faisais l'hypnose et j'en parlais à tout le monde, je saoulais les gens, en fait. Et à un moment donné, quand j'ai pratiqué pour moi, les gens m'ont dit, ah, mais tiens, t'es plus comme avant, en fait, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et là, je leur en ai parlé. Et ça change tout. Et c'est vrai que le dev perso, souvent, les gens, quand ils ont été tellement brimés par un entourage, par un, par un job, ouais, par tout un écosystème, ils découvrent cet univers du dev perso avec la bienveillance, la connexion à soi, la compréhension de soi. Ils ont l'impression de découvrir le Graal. Et là, ils font l'effet inverse. Ils ont tellement tiré l'élastique à un moment donné vers le je suis pour les autres et je suis pas pour moi, qu'à un moment donné, quand ils lâchent ça, bah, c'est en excès. Donc, le dev perso, c'est extrêmement bien, mais c'est comme tout, c'est l'excès. L'excès de je suis en introspection. Là, quand les gens te disent c'était trop ceci, alors déjà la question c'est trop par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est toujours en comparaison. Maintenant, effectivement, moi je vois des gens et je trouve ça peut-être dommage que j'ai rencontré il y a de ça 10 ans, quand j'ai commencé les formations, 10-15 ans même, enfin j'ai 10-15 ça fait 5 ans que je dis ça, ça fait près de 20 ans, enfin bref, depuis que je suis dans cet Bientôt univers 60 ans. de la croissance personnelle, quoi. Ou des gens que je rencontre, que j'ai rencontrés il y a des années en arrière, ils sont toujours dans l'introspection. Ils sont pas passés à l'action, en fait. Et à un moment donné, bah, c'est bien d'avoir les deux. C'est-à-dire que pose-toi des questions, c'est important, mais une fois que tu as quelques réponses, avance. Parce que la plupart des questions et des réponses vont venir quand tu vas avancer. Et on voudrait tellement avoir le plan parfait, les actions parfaites, les retours qui sont parfaits, qu'on s'empêche d'aller vers l'avant en disant non, mais attends, c'est pas le bon moment. C'est le bon moment. D'ailleurs, le meilleur moment, c'était hier. Donc le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fonce, vas-y. Une fois, j'avais eu cette question à mon père. Je lui ai dit, tiens, papa, t'as... Je sais plus quel âge il avait à cet âge-là. Là. Il est de 56, donc là, il avait une soixantaine d'années. Il dit, tiens, t'as tes deux petits-enfants, là, Lucas et Robin, qui sont à table. Si tu avais un conseil à leur donner par rapport à toute l'expérience de vie que tu as pu avoir. Parce que mon père, il a eu une expérience de vie aussi particulière, avec des hauts et des bas, etc. Il les regarde, et puis il dit, fonce. Putain, mais c'est... Mais point final, quoi. Fonce. D'accord. Et Ouais. fonce. Il y a un moment donné, c'est. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, je lui avais dit, tu sais, papa, je me souviens très bien, j'avais 10-11 ans, j'aimerais bien écrire un livre. Il me dit, bah écris. Non, mais c'est. Moi, je viens d'un monde rural, mais c'est tellement ça. Comme les gens qui veulent se mettre au sport, hein, je dois me mettre au sport, je veux perdre du poids, ah bah, je suis en train d'étudier ce que je vais faire comme sport. Bah, prends tes baskets et va courir. Ou sors et va marcher. Ton sport, il commence là. Des fois, on a tendance dans la société d'aujourd'hui à se poser tellement de questions. Et alors encore plus avec le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui, on est dans une boulimie de savoir et on en oublie l'essentiel de passer à l'action. Donc, pour terminer sur ta question, Ouria, c'est le développement personnel, la connaissance de soi, l'introspection, c'est pour moi important, voire vital, parce que sinon tu t'oublies. Et puis tu sais pas où est-ce que tu en es, tu sais pas vers où tu vas. Mais à un moment donné, ce qui est vital aussi, c'est d'avancer. Alors des fois, on dit avance avec imperfection. Oui, mais sois pro dans ton imperfection. Fais du mieux possible là où tu en es. Parce que des fois, les gens ils se disent, oh, j'ai fait une vidéo, ouais, c'est imparfait, mais ils ont fait un truc complètement à l'arrache qui est complètement dégueulasse. Tu sais, c'est vraiment, ouais, mais je suis libre. Ouais, mais là, c'est pas comme ça que tu vas évoluer, en fait. Donc, si tu fais une vidéo sur Internet, une première vidéo, fais une vidéo, assure-toi que la luminosité soit bonne, assure-toi que le micro est bon, et puis, une fois que ça c'est OK, lance ta vidéo.
Bien sûr qu'il y aura des imperfections. Tout comme le podcast qu'on est en train d'enregistrer, il y a plein d'imperfections. Mais maintenant, on a fait en sorte que le micro soit bien branché, on fait en sorte qu'il y ait une bonne luminosité, etc. Maintenant, oui, il y a plein d'imperfections. Mais il y a une différence entre s'autoriser à être imparfait et être à l'arrache. Et ça, tu vois, c'est cette notion-là que des fois, je vois dans cet univers du dev perso. Oui, mais je suis imparfait. Ouais, imparfait, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Sois pro dans ton imperfection. Moi, quand je vois, bah, ne serait-ce que ma conférence que j'avais faite au Grand Rex, moi, je ne suis pas un conférencier professionnel. J'adore faire des conférences, j'en fais plusieurs dans l'année, mais je ne suis pas un conférencier professionnel, j'en fais pas tous les mois, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai été le plus pro possible que je pouvais. Mais quand je regarde, il y a tellement d'imperfections. Mais c'est pas grave. C'est ce qui m'a permis de passer un cap. C'est hyper intéressant. Moi, je prends des notes depuis tout à l'heure, mais je me dis que là, tu viens de nous botter le cul à tous, parce que là, c'est hyper intéressant. Je vais arrêter sur la dernière phrase. Quelle est la différence pour toi, en dehors de là, sur les réseaux sociaux, l'exemple que tu as donné, que les personnes, bah, sous le coup de je commence et tant pis, mais au moins je fais le premier pas, parce que moi, j'ai vu beaucoup aussi cette injonction, vaut mieux fait que parfait. Et donc, toi, tu dis attention quand même, toujours avoir cet esprit d'excellence et de quand même à son niveau ce jour-là faire son maximum. Hmm. Comment on pourrait le mettre en place si par exemple on est au tout début, genre c'est notre première par exemple voilà, là moi demain je veux coacher les premières personnes. Pour toi, Hmm. c'est quoi la différence entre être à l'arrache et être déjà pro même si on n'est pas encore un coach aguerri avec de l'expérience? À l'arrache, ça va être bon bah tiens, je coach la première personne. Bon bah ah oui, c'est à quelle heure? Ah oui, bah voilà. Bon bah c'est bon, tiens, voilà mon truc. Rien, il y a zéro organisation. Par contre, là, à ce moment-là, ça va être, bah tiens, la personne de quoi elle a besoin, que je lui donne l'horaire, que je lui donne le lien de connexion, je prépare ma séance. Bien sûr que la séance que tu vas préparer, que tu vas livrer à ce moment-là, tu reviens dans 10 ans, elle sera moins bonne. Et je te le souhaite parce que ça veut dire que tu as évolué. Tu vois, et c'est ça, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui, sous couvert de ouais, je passe à l'action, je dépasse mes limites, ils font par exemple des bains froids. D'accord? Ils sautent dans de l'eau glacée, ils disent oui, je suis passé à l'action, j'ai dépassé mes limites. Ok, mais pourquoi tu as fait ça en fait? Tu t'es prouvé que tu pouvais dépasser tes limites. Ok, mais ça, tu t'en sers comment? Versus la personne qui fait un bain froid et qui dit là, tu vois, je suis en train de calmer mon mental. Parce que quand je suis dans un environnement hostile, j'apprends à calmer mon mental parce que vu que je suis conférencier, quand je vais être en conférence devant 2000 personnes, là, mon mental va être aspiré par l'extérieur et je dois rester calme malgré cet environnement insécure. Ok, c'est un support, ça t'aide à quelque chose. Mais si c'est juste tu sais, sauter dans l'élastique pour sauter à l'élastique, ok, si c'est juste pour prendre du kiff, parfait. Mais pourquoi tu fais ça? Dans quel but tu fais ça? C'est aujourd'hui, les personnes qui passent à l'action pour dire je passe à l'action, mais ça te sert à quoi? Est-ce que dans un an, cette action-là, elle va aider les gens, par exemple, si tu veux aller dans l'accompagnement et que, je sais pas, Dernièrement, je crois que t'as fait un shooting photo. Ok, bah là, tu passes à l'action. Mais tu passes à l'action, de quelle façon? Tu passes de l'action pour que cette action-là soit bénéfique pour toi dans ce que tu entreprends. C'est pas une action mise au hasard, sinon après tu es une poule sans tête. Et c'est pour ça que les personnes vont dire je passe à l'action, mais donc, encore une fois, et je termine là-dessus, ça peut être je passe à l'action pour prendre du kiff, pour me découvrir, ok. Mais moi je connais des personnes qui font des bains froids tous les jours, mais en fait le bain froid ça devient un confort, ça devient un plus loin confort pour eux, ils connaissent. Bon bah ok, mais ça te sert à quoi de faire ça? Mais c'est une vraie question et c'est pas négatif quand je dis ça, c'est dans quel but tu fais ça? Oui, bien sûr, mais bah, justement, moi je trouve, mais là, c'est encore, on pourrait, je pense, parler des heures de tout ça, mais moi je pense aussi que pour plein de personnes, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont en quête, tu vois, de leur légende personnelle. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux et en fait, ils font plein de choses pour justement aller trouver en fait leur mission, ce qui les anime et que parfois, il y a effectivement pas de pourquoi. Ils font ça juste parce qu'ils sont à la... Mais c'est pas négatif non plus, c'est juste que moi, des fois, ça m'inspire parce que je me dis: «Ah ouais, bah, justement, en fait, ils sont libres», parce que moi aussi, c'est une de mes valeurs premières, la liberté. Ils sont libres, finalement, ils suivent leur élan et leur élan les amène à d'autres choses, peut-être qu'il y a une stratégie derrière, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais pour d'autres, c'est juste, bah, voilà, de vivre à fond, chaque jour sans vraiment de pourquoi. Mais c'est pas Bah, en fait, incompatible. alors oui, et ils vivent chaque jour sans pourquoi en deux mots. Pourquoi? Dans quel Mmh. but? Parce que sinon, le pourquoi, en un mot, ils vont dire bah, pour dépasser mes limites. Ils justifient Oui. en dépassant mes limites. Oui, mais dans quel but tu fais ça? Et comme tu dis, si c'est une stratégie de OK, aujourd'hui, je vais faire un bain froid, ça va m'apprendre à dépasser mes limites. Comme ça va être pour moi un point pivot, ce dépassement de limites-là, pour augmenter ma confiance et après
m'autoriser à faire des vidéos face cam, m'autoriser à aller voir des gens que j'aurais pas osé aborder auparavant, démarrer une entreprise. Là, enfin, j'allais dire, OK, il n'y a pas de OK ou pas OK, mais ça a du sens. Et tu sais, après, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, justement, faisaient beaucoup de passages à l'action comme ça, mais dispersés, et ils perdaient du sens dans ce qu'ils faisaient, parce que c'était complètement éparpillé. Et après, leur seul objectif, c'était de trouver une nouvelle activité pour choper cette adrénaline. Certains vont faire des formations pour avoir l'adrénaline. Ah, mais tu as beau faire 10 000 formations. Si tu n'as jamais mis en place ce que tu as appris en formation, c'est pas la formation. Ah oui, mais tiens, l'autre, il m'a dit qu'il allait m'apprendre à mettre des caméras, machin et tout. Ouais, mais tu sais, prends ton téléphone, filme, tu vas voir réellement le besoin que tu as derrière avant de faire une formation de plus. C'est pour ça quand je dis que je sélectionne moi les gens qui viennent dans l'académie, c'est OK, dis-moi de quoi tu as besoin et je verrai si je peux t'aider. Non, mais je 100 aligné avec ce que tu dis et justement, pour toi, comment, en fait, on peut retrouver du sens si on est un peu dispersé? Si là, en fait, justement, on est soit dans la fuite dans le dev perso, soit dans la fuite dans l'expérience, soit dans la fuite des actions, mais que finalement, on n'a pas de ligne directrice parce que clairement, je pense que, c'est pas au hasard que je suis venue avec toi parce que c'était typiquement mon type de profil quand j'ai Mmh. lancé, ma première entreprise. Donc comment tu pourrais aider des gens, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais dans tous les types de domaines qui veulent évoluer, pour justement plus être dans la consommation, l'action dispersée et retrouver du sens et un alignement pour aller justement vers une évolution constante et régulière. Mmh. Viens là, calme-toi. Calme ton mental. Calme ton mental. Ça te parle ce que je suis en train de te dire, mais calme ton mental. Parce que les gens qui sont dispersés, c'est juste qu'ils ont un mental agité. Ils se sentent aspirés par toutes les sources de distraction qu'ils peuvent avoir sur les réseaux, dans leur quotidien, et c'est sans cesse. Donc, calme ton mental. Tu calmes ton mental, tu reviens ici, tu prends 5, 10 minutes par jour à être dans le silence et juste dire, OK, qui je suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Tu sais, quand on va en vacances, on regarde point de départ, point d'arrivée. Bah là, c'est pareil. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai effectué? En quoi j'ai été compétent? Qu'est-ce qui m'a fait kiffer? Qu'est-ce qui m'a animé? Et vers où j'ai envie d'aller? Et pareil, je vais encore un peu, euh, voilà, par rapport au dev perso, mais dernièrement, une personne me dit, oh, je sais pas qui je vais être dans 5 ans. Je dis, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je sais pas qui je serai demain. Donc, c'est aussi ce diktat de je dois savoir qui je suis dans 5 ans, dans 10 ans. Mais tu sais, en fait, les gens ont perdu l'essence du dev perso, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es qui tu es. Et quand on te parle de 3, 5, 10 ans, c'est pas forcément que tu seras ça, mais ça donne une direction, pas une destination. La destination, c'est je dois en être là. Parce que c'est cette idée de destination qui oppresse les gens. Parce que plus le temps avance, moins ils y sont et plus ça les fait souffrir. Ils se disent, oh là là, ça arrive là maintenant. Et j'avais dit que je devais faire X milliers de chiffre d'affaires et j'en suis loin. Et là, ça les oppresse. Alors qu'en fait, si tu te donnes une direction, tu te dis, OK, je vais dans cette direction-là et tu marches. Et tu fais en sorte de garder le focus. Si ce focus-là est toujours bon, après, si le focus il change, bah, tu l'améliores, etc. Comme une randonnée, en fait. Et, et donc, c'est cette idée-là qui, pour moi, OK, aujourd'hui, si tu as tendance à aller dans tous les sens, pose-toi, demande-toi là où tu en es, demande-toi ce que tu aimerais, ton style de vie. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est fondamental, du style de vie que tu as envie d'avoir. Moi, je vois des entrepreneurs qui génèrent 500, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, mais ils sont pas heureux. Bah, parce qu'ils courent après le chiffre d'affaires comme un âne court après une carotte. Mais à un moment donné, pourquoi tu fais ça? En 2 mots, toujours pareil. Pourquoi tu fais ça? J'ai vu des entrepreneurs gagner plusieurs centaines de milliers d'euros annuellement, pleurer parce qu'ils n'arrivaient même pas à se payer eux-mêmes. Ils en avaient perdu le sens complet. Mais je me suis dit, mais c'est malheureux d'en arriver là. Donc, pose-toi la question, pourquoi tu fais ça? Demande-toi quel style de vie tu as envie d'avoir. Moi, je me suis posé la question, le style de vie, c'est que j'ai envie de commencer à 10 heures du matin avec un podcast avec Ouria, eh ben, je le fais. Tu vois, et avant, j'ai rien fait. C'était cool, chill. J'ai fait ma méditation de 40 minutes. J'ai discuté avec Betty, tranquille. Là, je vais faire le podcast. Après, je vais aller faire un tour à la plage. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Je préviens, d'accord? Je suis pas en train de dire que ma vie en Bretagne, elle est tout le temps comme ça. Mais elle est à 80% du temps comme ça. Et je la design comme je veux. Par contre, ce soir, jusqu'à 23 heures, je vais travailler. Parce que c'est comme ça. Tu vois? Donc, quel est le style de vie qui t'inspire? Par rapport à ça, quel est le chiffre d'affaires ou quel salaire tu dois avoir pour nourrir ce style de vie?
et après, mets les actions en place par rapport à ça. Et justement, ça me remet en tête ce que tu nous as appris dès le début dans la formation préparation mentale, justement, les trois connexions. Donc, si on peut en parler un petit peu, parce que j'ai Bien envie sûr. qu'on parle de sa connexion aux autres, parce que pour moi, elle est fondamentale. Et tu as dit encore un truc lundi en visio qui m'a trop parlé. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ces trois connexions rapidement? Ouais, très rapidement. En fait, moi, je suis parti d'un constat ou plutôt d'un questionnement en me disant, mais comment ça se fait que des personnes qui ont tout pour être heureuses ne le sont pas et d'autres qui ont rien pour être heureuses d'apparence, bah, le sont. En fait, j'ai compris que tout reposait sur le sens. Et ça, c'est en lisant un livre de Viktor Frankl, hein, Donner un sens à sa vie avec la logothérapie. C'est quelqu'un qui a vécu dans les camps de la mort et qui expliquait comment sortir de cet effroyable contexte. Et c'était justement pas les plus forts, pas les plus grands, pas les femmes, pas les hommes, etc. qui sortaient. C'était celui qui avait du sens. Ok. Donc partant de là, je me suis dit, OK, comment on fait pour trouver ce sens? Quand je vais accompagner quelqu'un qui perd du sens dans sa vie, comment je vais l'aider? Et là, j'ai vite compris que tout partait de soi. Donc, le premier pilier, c'est la connexion à soi. Qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, physiquement, où est-ce que j'en suis, mentalement, émotionnellement, etc. Ensuite, le pilier 2, ça va être, une fois qu'on est bien avec soi-même, c'est comment je peux faire en sorte d'avoir un environnement qui a du sens pour moi. Moi, quand je suis venu ici près de la mer, c'est parce que enfin, près de l'océan, c'est parce que ça avait du sens pour moi. Et j'ai quitté la police parce que ça n'avait plus de sens pour moi. Donc, il y a à la fois cet environnement humain, cet environnement matériel. Donc, comment je fais en sorte d'équilibrer ça avec à qui je dis oui, à qui je dis non, quelles sont mes relations du quotidien, qui je côtoie, etc. Et une fois qu'on était une connexion à soi et aux autres, donc dans l'être avec soi-même, l'être avec les autres, la question c'est, la troisième, c'est la connexion 3 dans le faire et dans l'avoir. Donc là, c'est dans les ambitions. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes projets? Vers où j'ai envie d'aller? Et donc là, on est vraiment dans le faire et dans l'avoir. Et pareil, retrouver du faire, parce que tu peux être quelqu'un qui se connaît parfaitement, qui est dans un super environnement, mais on lui donne des objectifs de merde à réaliser. Si tous les jours, je dois te faire taper de la compta et tout ça, tu vas perdre du sens et ta vie, elle sera pas épanouissante. Par contre, si derrière, tu mets des objectifs qui ont du sens pour toi, là, la question de la motivation, elle est même plus d'actualité. Parce que tout va être fondé sur le sens. Donc les trois connexions, donc aujourd'hui, vous qui nous écoutez jusque-là, posez-vous la question, vis-à-vis de la connexion 1, 2 ou 3, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a du sens par rapport à chacune des connexions? Ouais. Merci d'avoir refait le point sur ça. Et moi, justement, j'avais des questions personnelles et je pense qui reviennent beaucoup aussi autour de moi. C'est qu'en fait, on arrive très bien à se connecter à soi-même, à décider, enfin, et à se poser. Très bien aussi, enfin, c'est plus facile aussi de contrôler, bah, en fait, ce qu'on a envie de faire, quelle Mm. formation nous attire, quel travail on veut faire. Par contre, les autres, bah, c'est aussi quelque chose qu'on maîtrise un petit peu moins, dans le sens, bah, par exemple, si tu es enseignante, tu as certains collègues, Mm. si tu as des amis d'enfance que tu as depuis toujours, etc. Et moi, c'est un vrai point de douleur. Et tu en as parlé la dernière fois aussi, donc j'ai trop envie qu'on en parle. C'est un vrai point de douleur de me dire effectivement, quand j'ai commencé à être entrepreneur, il y a plein de choses qui se sont passées. Et du coup, mon entourage s'est étoffé. J'ai même divorcé, etc. Et j'ai l'impression que quand on évolue, parfois on perd aussi des personnes autour de nous et c'est parfois difficile d'en construire d'autres. Je sais qu'il y a une coach que je suis, que j'adore, qui dit ça aussi, qu'elle se sent parfois très seule parce que tout le monde n'est pas OK avec la vie qu'on décide d'avoir, les inconforts, toutes les questions qu'on se pose. Et puis justement, ça les renvoie aussi, tu as dit ça à un moment, ça les Mm. renvoie aussi à eux, leurs propres décisions qu'ils ne prennent pas. Donc toi, déjà, comment tu gères ça personnellement et après, comment tu aides les personnes que tu accompagnes à justement travailler sur cette connexion aux autres? J'avais beaucoup aimé la vidéo de cet acteur là qui joue dans c'est comment le truc médiéval là. J'ai perdu le nom de l'acteur qui est super connu que j'adore. Il Ok. dit je refuse de travailler avec des connards. J'adore quand il a dit ça, je me suis dit mais c'est tellement ça. Et aujourd'hui en fait effectivement t'es pas responsable et tu peux pas agir sur ce que vont dire, penser ou faire les autres. Par contre tu vas être responsable de la relation que tu entretiens avec eux, ce que tu leur Mhm. dis, le temps que tu leur accordes et tout ça. Donc, à un moment donné, et effectivement, ce qui est inconfortable, c'est peut-être parce que c'est inconfortable, parce que tu as une valeur fidélité, engagement qui est importante. Et là, quand tu vas devoir couper les ponts avec des gens qui t'aspirent au niveau de l'énergie plus qu'ils t'en prennent, qui t'en donnent, là, ça va être difficile. Mais à un moment donné, c'est quel est le prix à payer pour justement rester au clair avec soi-même. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec des amis que j'avais
depuis 20 ans. Et à un moment donné, on n'était plus du tout dans les mêmes idées et tout ça. Donc j'ai senti que quand j'étais avec eux, ça me drainait mon énergie. J'avais plus de jus en fait. Je devais toujours me justifier de ce que je faisais. Et moi, c'est pas moi, j'aime la légèreté. Moi, mes valeurs, c'est simple, c'est le kiff, la légèreté, la liberté. Si j'ai une relation où il n'y a pas de kiff, qu'il n'y a pas de légèreté, et où je me sens pas libre, next. Et ça peut être même avec des amis, comme ça peut être avec du professionnel. Propose-moi un contrat à 1 million d'euros. Si je prends pas de plaisir, que je me sens pas libre et que c'est pas léger, garde ton contrat. J'en ai pas besoin. Je vais aller contre mes valeurs. Et c'est toujours facile de le dire, mais concrètement, j'ai refusé des opportunités à plusieurs milliers d'euros, mais tout simplement parce que c'était pas aligné avec qui j'étais et ce que j'avais envie de vivre. Est-ce que pendant ton changement, il y a eu des moments où tu t'es senti seule, en dehors des relations de travail, les relations même amicales? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, waouh, ce Tu, gap? tu- tu me fais peur quand tu dis ton changement, on dirait que j'ai été opéré et maintenant je suis une femme. Depuis que tu es devenue Non, une femme, mais je ferai ton changement. Mais oui, oui, bien sûr. Mais, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de s'autoriser à vivre à vivre pleinement cette solitude. Moi, je suis quelqu'un qui adore être avec les gens, qui adore parler, et puis des fois, j'étais un peu en, en contraction, j'étais un peu en friction interne parce que j'avais du plaisir à me retrouver tout seul. Et je me dis, mais Geoffrey, c'était quand même, tu ferais mieux d'aller avec un tel. Mais non, là, je suis bien tout seul. Et quand tu comprends ça, c'est-à-dire que même le soir, quand des fois, il y a mes enfants, ma femme qui est là, mais que j'ai une journée hyper remplie, eh bien, j'ai besoin de cette solitude. Donc, je vais me balader tout seul en bord d'océan. Bien sûr, j'y vais pas tous les soirs, et puis je suis pas jamais avec eux. J'y vais 20 minutes, une demi-heure et je reviens. Et là, quand tu reviens, tu as une qualité de relation qui est différente. Mais bien sûr, se sentir seul, c'est ce que ressentent beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que moi, dans l'académie, je donne accès à ce réseau-là. Tu l'as vu par toi-même. Euh, les gens que tu connaissais pas, tu as l'impression de discuter avec eux comme si tu les connaissais depuis des années. Parce que l'entrepreneur, il y a cette solitude de l'entrepreneur et c'est important qu'il en ait conscience et qu'il mette en place des choses pour ne plus être dans cette solitude. en dehors de l'entrepreneur, moi, je disais qu'à chaque fois que tu as envie aussi d'apprendre à te connaître et peut-être de changer d'identité, c'est intéressant que tu le fasses avec des personnes qui sont neutres et qui connaissent pas justement tes différentes étiquettes. La première fois que j'ai fait un parcours de dev perso, en tout cas que j'ai fait un accompagnement, j'étais trop contente que ce soit des personnes qui me connaissent pas parce que du coup, j'avais pas, entre guillemets, une image à tenir ou quelque chose à être ou à faire pour être Ouria. Et du coup, là, je pouvais carrément devenir qui je voulais être, ou même être juste tout simplement sans masque Mm. qui j'étais vraiment. Et je trouve que ça, c'est hyper précieux quand on débute, soit en accompagnement, soit autre chose, pouvoir se dire qu'on est avec des personnes qu'on connaît pas. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent en retraite, etc. C'est parce qu'ils ont besoin aussi d'être dans un lieu où ils sont pas, qui sont dans leur vie de tous les jours pour voilà, se réinventer aussi peut-être. C'est plus facile d'être dans un endroit où tu veux justement te réinventer. Et quand tu dis avoir eu... C'est toujours la question, est-ce qu'on a une nouvelle identité ou est-ce qu'on a une identité qui finalement est plus conforme à ce qu'on avait déjà au fond de nous? C'est pas forcément quelque chose de nouveau, tu vois, mais bon, après, ça, c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, effectivement, d'être entouré de gens qui peut-être ne te connaissent pas, te découvrent, c'est plus facile de mettre en place qui tu as envie d'être pleinement. Comme on dit, tu sais, parfois c'est l'approbation des autres qui nous freine. Et ben là, finalement, quand effectivement, on change pas d'identité, mais on devient qui on est vraiment. Donc c'est juste, moi, comme je disais, enlever les masques de tout ce qu'on a porté depuis longtemps. Et ben, ça peut être plus confortable parce qu'en fait, on arrive sur terrain neutre. Effectivement, donc la ressource, il y en a plein, et tu sais, c'est souvent la question qu'on me posait, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est aussi, moi, tu sais, ce livre-là, j'ai mis 4 ans à l'écrire. Ce livre-là, pour moi, c'est un peu un héritage où je veux que mes petits-enfants, toutes mes, voilà, les gens qui vont suivre après, lis ça. Si tu mets en place ce qu'il y a dans le livre et que ta vie ne s'améliore pas, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment mettre toute la méthode pour avoir une vie qui te corresponde au mieux. C'est vrai que ce livre-là, il y a des clés de préparation mentale, c'est la méthode que j'utilise. Il est plus orienté développement personnel, croissance personnelle. Ça reprend beaucoup de points qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui. Et je pense que le prochain livre, d'ailleurs, ce sera plus axé préparation mentale pure. Mais, euh, mais oui,
c'est ce genre de livres qui vont t'inspirer, ce genre de parcours qui vont t'inspirer. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Merci Geoffrey. Et justement, donc je voulais vous le montrer, donc c'est très bien que tu aies parlé de ton livre. Clairement, si vous voulez en savoir plus sur Geoffrey ou même aller plus loin, son livre, il est pépite. Et justement, ça peut être un très bon cahier de vacances parce que finalement, il y a plein d'endroits où justement, il nous invite à prendre des notes justement sur ses rêves, ses projets, ses valeurs. Et du coup, il les construit vraiment comme un cahier d'exercice en plus d'être un cahier d'inspiration. Et justement, je vais terminer sur une des phrases que tu as écrites, Geoffrey. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, ce n'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Voilà, moi, c'est un des passages qui m'a le plus touchée. Je vous recommande à 100% le livre. Le livre s'appelle « Mon challenge puissance mentale, 5 minutes par jour pour apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites ». Merci Geoffrey. Merci à toi, Auria, pour ce bel échange. Très content d'avoir pu partager près d'une heure avec toi et en tout cas en espérant que ça ait pu inspirer d'autres personnes qui puissent s'autoriser aussi à être lui-même, à être elle-même et surtout aller en direction de leur rêve. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Geoffrey. À très vite. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine sur Tranche de vie.